Un plateau, deux invités seuls devant les caméras. Ils sont là pour mener un débat exactement comme ils le veulent. Alors on commence par vous. Qui êtes-vous ? Je suis Cédric Villani, professeur à l'Université de Lyon, mathématicien et directeur de l'Institut Henri Poincaré. Je suis toujours particulièrement intéressé par ce qui rassemble la science et la mathématique en particulier, la société et tout ce qui relève du domaine artistique. Deuxième invité, même préambule. Qui êtes-vous ? Je suis Jean-Pierre Bourguignon, mathématicien, directeur de recherche au CNRS. Depuis une vingtaine d'années, je dirige l'Institut des hautes études scientifiques. Mon domaine de mathématiques, c'est la géométrie différentielle, qui aujourd'hui s'appelle plutôt analyse globale, à cause de l'intrusion d'outils analytiques. Top chrono, vous avez maintenant 30 minutes pour vous exprimer et vous écouter. Allez, c'est parti. D'abord, les maths, c'est vraiment une science. Et ça, c'est une chose qui nous garantit qu'elles sont encore bien vivantes. C'est vrai, mathématiques, on peut discuter si c'est une science comme les autres ou pas, mais en tout cas, c'est une science. Moi, je pense qu'une fois qu'on a dit ça, on peut mentionner que c'est un peu particulier. D'abord, il y a le fait qu'il y a toujours une formalisation abstraite, même quand l'objet est concret. Et puis, on ne fait pas de concession en mathématiques sur la logique. C'est tout à fait vrai, mais en plus, pour les mathématiciens, l'un des défis qu'ils ont, c'est que tous les pays du monde ont choisi d'enseigner les mathématiques. Donc l'expérience qu'a le grand public, c'est qu'il les a rencontrés à l'école. Et est-ce que les mathématiques de l'école sont les mathématiques ? Alors là, il y a quelque chose de particulier aussi. On peut voir que les mathématiques, c'est la seule science qu'on enseigne au lycée telle qu'elle était il y a un siècle ou deux, en fait. Toutes les autres sciences ont évolué plutôt deux que un, oui. C'est pas forcément une mauvaise chose, mais c'est comme ça. Mais ça pose un problème. Il faut en être conscient. Les mathématiques sont souvent identifiées à un langage et à un langage d'initié. Et ça, c'est pour les mathématiciens pas du tout une chose secondaire. La première dimension, c'est effectivement quand on dit un langage, c'est indiscutable que les mathématiciens s'expriment d'une façon particulière, mais il ne faudrait surtout pas croire que leur activité se limite à ce langage. Et parce que c'est un langage qui est construit, et cette construction est une partie absolument intégrante des mathématiques. Et en fait, où on peut craindre que le mot « initié » induise en erreur, c'est que bien sûr, pour les mathématiciens, il est indispensable de se mettre d'accord sur les règles formelles de discussion des objets qu'ils étudient, et que d'une certaine façon, cet usage du langage est extrêmement codifié, extrêmement en fait indispensable pour le développement des mathématiques, mais ce n'est pas une volonté d'ésotérisme. Bon, effectivement, les mathématiques, on sait bien, c'est universel et tout le monde doit se mettre d'accord sur les mots qu'on emploie, comme des normes. Les autres sciences aussi, elles ont leur langage, hein, et des fois, les mots sont moins bien définis. En biologie, ça veut dire quoi un gène ? Un gène, par exemple, c'est le concept de base. Si on demande à 10 personnes différentes que c'est un gène, ils donneront 10 réponses différentes. Mais pourtant, quand dans un article de vulgarisation, on lit le mot gène, personne ne s'offusque, personne ne demande qu'est-ce que c'est un gène. Alors qu'évidemment, si on lit le mot groupe, un mot de base mathématique, le mot groupe, il a un sens commun, mais il a aussi un sens très particulier en mathématiques que d'habitude on ne connaît pas, que les gens dans la rue ne connaissent pas évidemment. Oui, mais là, il faut faire très attention à le fait que les mathématiciens font une sorte de hold-up sur le langage ordinaire. Ils ont envie de pouvoir faire des phrases, comme tout le monde, et des phrases qui soient finalement assez simples à formuler, et ils se mettent à utiliser des mots du langage courant dans une acception extrêmement bien définie. Et ça, je pense que ça a un effet extrêmement important sur les élèves, sur le public, et les mathématiciens souvent ne s'en préoccupent pas. Et je pense que ça, c'est une erreur. Je pense qu'il est important de prendre en compte éventuellement le malaise que ça crée chez des utilisateurs, disons, non avisés des mathématiques, qui se sentent quelquefois même frustrés que finalement, on a l'impression que c'est une phrase banale, alors qu'elle n'est pas banale, parce que chaque mot a une utilisation extrêmement bien définie. Ça me fait penser à un débat il y a quelque temps auquel j'avais assisté, où il y avait des philosophes, des mathématiciens ensemble, et à un moment une discussion autour du mot spectre. Évidemment,
En mathématiques, le spectre, c'est une notion bien définie, très précise, mais aussi c'est un mot du langage courant, spectre. Ça peut induire en erreur. On pense à une trace, à un fantôme, alors que ce n'est pas du tout ce sens-là. D'ailleurs, en mathématiques, le mot spectre, en fait, a deux sens bien différents, un en algèbre et un en analyse. Oui. Mais c'est ça aussi, on parlait de... Est-ce que c'est un langage ? Il y a un petit peu du côté langue étrangère. Il faut apprendre à manier les concepts et d'ailleurs, ça demande beaucoup de temps avant de se sentir à l'aise dans les différentes notions mathématiques. Les employer comme il faut, à bon escient, sans faire d'erreur, sans à peu près. C'est une raison pour laquelle il faut prendre son temps pour apprendre les mathématiques. Pas faire ça à toute allure, mais prendre du temps pour assimiler les concepts et bien les employer. En fait, quand on fait appel en mathématiques à des concepts et qu'on présente le langage comme s'il existait de toute éternité, en fait, là, on supprime une activité extrêmement importante des mathématiciens, qui est l'identification de concepts pertinents. Et ça, dans l'histoire des mathématiques, on a souvent perdu beaucoup de temps, simplement parce que la bonne formulation des choses n'était pas disponible et qu'il fallait en fait créer. Alors évidemment, après, ça va se cristalliser dans un mot, mais en fait, cette cristallisation va être le résultat d'un travail énorme, et éventuellement avec des fausses pistes. On croit qu'on a mis la main sur le concept le plus important, et puis en fait, c'est pas vrai. Et ça, cette dimension est très très souvent occultée, puisque on prend les mathématiques comme un donné presque de toute éternité. Et c'est à ce titre-là, d'ailleurs, que personnellement, je trouve que la vision qu'on présente souvent comme platonicienne des mathématiques, il existe une réalité objective des mathématiques en dehors du monde sensible, me gêne énormément. Parce que ça donne l'impression que l'architecture des mathématiques est une donnée qui existe en elle-même. Alors que je pense que là, on est vraiment, aux prises avec une création humaine et une création de la communauté humaine, pas simplement même si des individus jouent un rôle déterminant. Moi, je me permets d'avoir l'opinion contraire. Moi, je suis plutôt d'opinion platonicienne et je pense que le monde mathématique préexiste. Mais je prendrai une analogie. Le monde vivant, le monde des êtres vivants, il existe en soi, mais la classification qu'on en fait, elle est définie selon certains critères, qui d'ailleurs valuent beaucoup avec l'histoire des sciences. Actuellement, on utilise des critères génétiques. Même ceux-là ne sont pas parfaits parce qu'il y a des problèmes de croisement de branches, de mélange de gènes, justement. Et on peut dire que la façon d'ordonner le vivant, la classification qu'on en fait, les ordres qu'on définit, c'est une façon humaine d'ordonner quelque chose qui préexiste. Je défendrai l'idée aussi que les concepts mathématiques, les notions qu'on introduit sont des façons humaines de mettre de l'ordre dans une vérité préexistante. Je suis gêné par cette approche. Comment peut-on situer ensuite cette réalité objective si elle existait en dehors En dehors d'une apparence sensible Oui, pas seulement l'apparence sensible, mais de son acquisition par en dehors des de son humains. Acquisition, oui. Du coup, on se trouve confronté à quelle est la place du temps dans ce dispositif. Et ça, c'est une chose pour laquelle j'ai énormément de peine à me retrouver par rapport à cette approche. Le temps de l'étude, le temps de... Non, c'est simplement que, avant que les humains existent en tant qu'espèce pensante, entre guillemets, il y avait forcément, si cette réalité mathématique existe, de toute éternité, comment tout ça se situe par rapport... Voilà, en tout cas, si on veut résumer les mathématiques en disant que c'est un langage d'initié, à mon avis, on manque beaucoup de composantes essentielles dans leur développement, et pas seulement dans leur développement, mais pour une chose qui, pour moi, est vraiment très importante, aussi même dans l'acquisition qu'on peut en faire, ou même la curiosité qu'on peut avoir vis-à-vis d'elle. Si on se limite à l'expression, justement à leur expression un peu codifiée, sans se préoccuper de leur dimension de création, leur dimension d'outils d'appréhension du monde qui nous entoure, je pense que là, on les prive de beaucoup de leurs dimensions essentielles, et essentielles pour l'intérêt qu'y portent les mathématiciens. On peut dire qu'effectivement, c'est beaucoup plus qu'un langage d'initié. Cela dit, même si c'était que le bon langage, il n'y a pas eu beaucoup d'inventions dans l'histoire de l'humanité plus importantes que celle du langage. Ça change radicalement, ça change tout dans l'acquisition de pratiques. Cette histoire sinon, j'aimerais revenir sur cette question d'utiliser des mots courants, ou au contraire, l'approche opposée consiste à forger de toutes pièces des mots. En science, c'était celle qui était défendue par exemple par Clausius.
Clausius a forgé le mot entropie ou le mot viriel, qui sont des mots maintenant utilisant des racines anciennes, grecques et latines. Et justement, on voit sur ces exemples, surtout l'entropie, le choix de ce mot a eu un effet qui est très difficile à apprécier, qui a fait beaucoup rêver, qui a beaucoup suscité l'étonnement, l'admiration, entropie. Il y a une citation célèbre de von Neumann discutant avec Shannon. Shannon avait redécouvert l'entropie, voulait l'appeler information ou quelque chose comme ça. Il ne savait pas que ça s'appelait entropie. Von Neumann lui dit, il doit l'appeler entropie, d'abord parce que ça a déjà été étudié en physique statistique sous ce nom-là, mais ensuite parce que personne ne sait ce que c'est l'entropie. Et comme ça, dans un débat, tu auras toujours l'avantage. Ici, von Neumann, avec la méchanceté, la malignité plutôt qu'on lui connaît bien, il avait bien saisi l'importance du mot, du choix du mot pour impressionner. C'est sûr que les mots jouent dans les mathématiques un rôle. Forcément, à un moment, on se crée une sorte de fantasmagorie dans laquelle la façon dont on dénomme les choses n'est pas neutre. Et de ce point de vue-là, le choix de la terminologie n'est pas un acte secondaire. Alors il y a un autre aspect dont nous n'avons pas parlé. Non seulement il y a la question du langage, mais il y a la question des symboles. Les énoncés mathématiques, les formules, c'est encore un autre degré de lecture. Apprendre à lire un énoncé mathématique, que ce soit X, il existe Y, tel que, etc., etc. Là encore, ça demande... Là, pour le coup, c'est une autre forme de langage, on va dire symbolique, qui aussi demande un certain travail d'acquisition et du temps pour le faire quand on est au lycée. Oui, mais en fait, il faut voir que cet usage d'un langage très symbolique est venu dans les mathématiques assez tardivement. Enfin, il y a eu des hauts et des bas dans l'usage des symboles. Et en fait, pour tous les développements de l'analyse tels qu'on les connaît aujourd'hui, c'est en fait relativement tardivement qu'on est arrivé à un langage aussi formalisé que celui qu'on utilise, même si on sait que l'avantage de ce langage formalisé, c'est vraiment de pouvoir être d'une précision indispensable. Mais on a quand même pu développer les mathématiques pendant toute une période avec peu de langage. Il y a un autre exemple aussi qui est le développement de ce qu'on appelle quelquefois la géométrie algébrique italienne, dans lequel finalement les énoncés étaient noyés dans des phrases. Évidemment, les gens qui faisaient ça étaient en fait extrêmement compétents et savaient exactement les approximations que l'utilisation du langage ordinaire introduisait dans leurs énoncés, mais qui a quand même, à un moment, amené presque à une crise de la géométrie algébrique, qui n'arrivait plus à se développer parce qu'on n'était plus sûr de ce qui était complètement vrai, parce qu'il y avait tout un tas de cas particuliers qui étaient passés sous le tapis, et ça, c'était pas possible. Pourquoi italienne? Parce que c'est la grande époque de Sévry. Vraiment, c'est au niveau de... C'est vraiment des géomètres algébristes italiens qui sont devenus les maîtres de cette formulation des mathématiques extrêmement littéraire. Alors, quand on lit les vieux énoncés, les vieux textes de l'Antiquité, ou même des énoncés des textes d'il y a 200 ans, c'est ça qui frappe, l'abondance de paroles et le peu de formules. Et on se dit, bon sang, pourquoi il n'y a pas une formule simple pour résumer ce qui est là, et ça serait beaucoup plus clair. Alors après, les excès ont plutôt été dans le sens inverse à une certaine époque. Maintenant, on n'a pas tant de formules que ça, mais quand même plus que ce qu'on trouve dans les textes d'il y a quelques siècles. C'est vrai, mais là, on retouche, pour moi, de façon tout à fait importante, dans disons, l'esprit des étudiants en particulier. Faire des mathématiques, souvent, c'est donner des formules. Et je me souviens, en discutant avec des élèves que j'avais à l'école Polytechnique, leur protestation contre le fait que le texte de cours que je leur ai donné était un texte écrit, c'est-à-dire avec extrêmement peu de formules, et pratiquement exigeant de moi qu'à la fin de chaque chapitre, je leur donne le formulaire qui représentait le chapitre. Ce qui pour moi était hérétique, c'est-à-dire que bien entendu qu'un certain nombre de choses expliquées dans le chapitre pouvaient se traduire en formules, mais le fait que ce soit présenté dans des phrases construites qui racontaient une histoire était une chose extrêmement importante. Pour moi, il faut donner une place suffisante aux concepts en eux-mêmes. Et pour donner cette place suffisante, évidemment, ça ne peut pas se réduire à des formules. Il y a forcément une mise en scène des concepts. Et de ce point de vue-là, comprendre d'où ils viennent, ensuite le rôle qu'ils vont jouer, ne peut pas se limiter juste à avoir la formule clé. C'est juste, le langage et la façon de s'approprier, de faire soi-même les concepts qu'on apprend, qui ont été mis à jour par tous les grands mathématiciens qui se sont succédés au cours des âges. Alors il y a une question, la question qui revient le plus souvent peut-être quand les
quand un média ou quelqu'un a en face de soi un mathématicien, c'est à quoi ça sert? Les mathématiques, à quoi ça sert? Est-ce que c'est juste un jeu? Juste une façon de faire des exercices? Il faut bien voir, mathématiques, évidemment, ça a été développé au départ pour résoudre des problèmes pratiques, pour, je ne sais pas moi, mesurer la circonférence de la Terre, pour calculer, prévoir le calendrier et la ronde des étoiles. Ça peut être des questions d'héritage. Ça peut être des questions d'héritage ou des parcelles de terre qu'il fallait diviser. Hein. Les triangles, rectangles, ça joue un rôle fondamental depuis très longtemps dans la mesure des arpents de terre et tout ce qu'on veut. En fait, moi, une chose qui me paraît très importante, c'est que pour beaucoup de sujets différents, quand on parle justement de l'apport des mathématiques à d'autres domaines de l'activité humaine, il y a le fait que les mêmes équations mathématiques peuvent être pertinentes pour traiter des sujets complètement différents. Bien sûr, comme l'a dit Poincaré, faire des mathématiques, c'est donner le même nom à deux choses différentes. Et on le voit bien. Un exemple que j'utilise souvent dans des conférences publiques, c'est l'équation qui régit la course des galaxies, disons l'évolution des étoiles au sein d'une galaxie, l'équation de Vlasov. C'est la même équation qui régit l'évolution des électrons au sein d'un plasma. La même équation, alors que dans un cas, l'unité de base constituant élémentaire, c'est un électron, et dans l'autre cas, c'est une étoile, comme le Soleil. C'est monstrueux, cette différence d'échelle. Ce sont des objets tellement différents du point de vue physique. Mais mathématiquement, c'est la même équation. À une seule différence près, il y a un changement de signe. Parce qu'évidemment, des électrons se repoussent alors que des étoiles s'attirent. Oui, ça veut dire que dans ce cas-là, mais ça c'était dans l'histoire des mathématiques très important, les théories physiques se sont quand même construites en étroite symbiose avec les concepts mathématiques. On ne pouvait pas formuler la loi fondamentale de la mécanique tant qu'on ne disposait pas de la notion de vitesse, c'est-à-dire l'accélération. Et ça, c'est une chose qui a dû être développée par plusieurs personnes à peu près au même moment d'ailleurs, Newton, Leibniz, Seki Takakazu, mais en même temps, les physiciens se rendaient bien compte qu'il y avait besoin de ça, mais ils ne l'avaient pas formulé. Donc il fallait, pour formuler les lois fondamentales de la physique, avoir une sorte de percée mathématique, une sorte de création d'un concept mathématique qui devenait constitutif de la mécanique et donc par voie de conséquence de la description de la physique par des modèles analytiques. Oui, elles sont venues en même temps. À l'époque, mathématiciens et physiciens, on ne pouvait pas tellement distinguer. D'ailleurs, Newton, Leibniz, c'est autant l'un que l'autre. Galilée, on retrouve les mêmes problèmes. D'ailleurs, il avait du souci, Galilée, avec les concepts mathématiques. Hein. On sait bien, c'est lui le premier à avoir identifié la parabole comme l'équation d'un solide qu'on lance et qui tombe. Mais pour arriver là, il a fait deux erreurs mathématiques qui se contredisaient l'une l'autre, qui s'annulaient l'une l'autre. Il a confondu l'équation de la parabole avec celle de la chaînette, hein, l'équation d'une chaîne que je laisse reposer. Et puis, il a cru, pour certaines raisons, que c'était la chaînette qui décrivait bien ce mouvement. Mais en fait, c'est une question qui est, justement, quand on se préoccupe du caractère vivant des mathématiques et de leur pertinence pour décrire autre chose que la mécanique ou la physique, là, on se trouve confronté à disons, un défi nouveau. C'est est-ce que, pour que les mathématiques puissent être utilisées de façon pertinente en biologie, par exemple, ou dans le monde vivant, est-ce que c'est les mêmes mathématiques qui vont être pertinentes ? Moi, je suis absolument convaincu que, en fait, cette sollicitation qui devient considérable, qui vient de la biologie en direction des mathématiques ou de la médecine, va amener à développer des mathématiques, disons, d'un type un peu différent. En tout cas, dans un premier temps, on peut imaginer qu'on met les projecteurs sur une partie différente des mathématiques, mais je pense que ça va aller plus loin que ça et qu'on se rendra compte que c'est simplement les mathématiques dont on a vraiment besoin, elles n'existent pas encore et qu'il faut les développer. Juste pour donner un exemple de cette nature, parmi les choses qui ont été très importantes dans la pertinence des mathématiques pour comprendre beaucoup de choses de la vie sociale, il y a les statistiques qui ont servi pour déterminer les primes d'assurance des bateaux, pour s'intéresser à la façon dont on peut prédire le temps. Enfin, il y a beaucoup de... Et qui d'ailleurs ont été appliquées dans le domaine social avant d'être appliquées dans le domaine physique. Absolument. Hein. Mais disons que toutes les statistiques qui ont été faites jusqu'à maintenant sont des statistiques sur des nombres. Et donc des objets que les mathématiciens manipulent souvent, que tout le monde manipule souvent. Mais en fait, pour les biologistes, la chose qui serait importante, c'est d'avoir des statistiques, des images. Alors pour le moment, la seule façon dont on traite les images, c'est de les ramener, simplement en disant les pixels, à simplement des séquences de nombres qui décrivent l'éclairage de chaque pixel.
Mais on se rend bien compte qu'en faisant ça, si ce qui nous intéresse, c'est une image à 2 dimensions, évidemment, on la détruit complètement. Si on la coupe en toutes petites lanières données par les pixels, alors évidemment, on peut la reconstituer, mais il serait intéressant de pouvoir traiter l'image en tant que telle, comme un objet global à 2 dimensions, et d'en faire une statistique de cette façon. Et ça, c'est pas du tout clair que les mathématiques pertinentes existent. Oh, moi, je pense à développer, mais une image, justement, d'abord, l'expérience a montré jusqu'ici qu'on arrivait à numériser à peu près tout. Le passage de la musique au numérique, ça a été une révolution. Le passage de l'image au numérique aussi. Et puis, pourquoi pas le traiter comme un objet de dimension 2? Pourquoi pas le traiter comme qui sait quel objet? Peut-être qu'il y a des nouveaux projecteurs sur d'autres nouvelles parties des mathématiques à faire. Mais peut-être qu'il faudra de nouvelles mathématiques. Je ne suis pas convaincu, on verra. L'histoire verra. Et des fois, on trouve une partie mathématique qui a été développée pour telle raison, pour qui sait quelle raison, qui se retrouve former l'écrin idéal pour une nouvelle théorie. C'est le cas, bien sûr, la théorie de la relativité générale, comme disait Einstein. Lui qui croyait avant que les mathématiques de pointe, c'était des raffinements, couper les cheveux en 4 et tout ça, il a bien dû admettre, il a reconnu publiquement qu'il devait revoir complètement ses conceptions et qu'il avait besoin des mathématiques les plus performantes de son temps pour développer la relativité générale. Oui, mais ça, là, on met le doigt sur une chose extrêmement importante aujourd'hui, dans la façon dont la recherche mathématique doit se développer et peut se développer de façon utile. En fait, si on veut absolument subordonner les développements de la recherche mathématique à une utilité prédéfinie, en fait, on a toutes les chances de la stériliser à moyen terme. Donc, du coup, il est important de garder cet équilibre entre des mathématiques qui sont appliquées, et le travail d'application est un travail essentiel, pas du tout facile, qui suppose d'être en véritable interaction avec les utilisateurs, quels qu'ils soient, c'est-à-dire qu'ils soient des scientifiques, ou qu'ils soient des ingénieurs, ou qu'ils soient même des gens du public en général. Mais en même temps, il est indispensable de laisser les mathématiques se développer, et avec des critères qui sont a priori gratuits, qui sont des critères esthétiques, ou qui sont des critères de simplicité, pour se rendre compte que, à cause de ces développements indépendants, brusquement, comme il a été dit tout à l'heure, en fait, on est capable de transposer, disons, dans un autre domaine, quelque chose qui a été développé a priori avec une motivation absolument gratuite. Le cas de l'intégrale d'Ito, qui est à la base de tout le calcul stochastique, et aujourd'hui de l'impact des mathématiques sur la finance, quoi qu'on en pense et quoi qu'on le juge, et sa motivation était à aucun moment de faire quelque chose de pratique. Sa motivation était vraiment théorique, et de disposer d'un outil pour les objets stochastiques, pour les processus stochastiques, qui ait la même force, la même valeur que le calcul intégral dans d'autres domaines. Donc là, on est dans un cas où il est indispensable de faire reconnaître que la pertinence des mathématiques est une raison de leur développement, mais ce n'est pas une raison pour les asservir. Un certain nombre de gens imagineraient même et rêveraient d'un monde dans lequel il n'y ait pas de mathématiques. Et ce qui voudrait dire qu'on n'aurait pas à les apprendre, mais c'est vrai aussi qu'elles ne viendraient pas perturber une sorte de jouissance naturelle qu'on a du monde qui nous entoure, sans être perturbé par des choses abstraites. Des choses naïves et concrètes. Voilà. Alors, moi, par rapport à cet espoir, peut-être que certains ont, je pense que je vais être, disons, assez catégorique. C'est-à-dire que quand on regarde l'histoire des sociétés humaines, en fait, toutes à leur façon ont développé des mathématiques. Et comment se fait-il que les différentes sociétés humaines qui sont développées de façon assez indépendante les unes des autres, avec chacune leurs caractéristiques, leur contexte culturel, leur contexte aussi pas dans le même environnement physique, sont finalement tombées sur des questions dont on est obligé de reconnaître aujourd'hui qu'elles sont de nature mathématique. Nature mathématique. Alors au départ, certains ont défendu l'idée, comme Stanislas Dehaene a défendu l'idée que c'est inscrit en nous un certain sens des nombres, et que dès la naissance quasiment, on a le sentiment de 1, 2, 3 en particulier, et puis une sorte de compteur qu'on retrouve aussi chez certains animaux, une sorte de compteur estimatif devant une certaine quantité de choses de quel est le nombre. Et que donc la perception des nombres au départ est une faculté en partie innée. Câblée en dur dans nos circuits. Il y a toutes sortes d'expériences psychosensorielles très intéressantes. Comment faire pour vérifier qu'un
qu'un très jeune enfant, qu'un nourrisson arrive à distinguer le concept 2 du concept 3. Hein. On lui passe par exemple beaucoup d'images avec 2 objets, puis sans crier gare, quand son attention faiblit, on lui fait apparaître des images avec 3 objets, on voit que l'intensité se rallume. Et encore, il s'agit que de la base mathématique, hein, compter. Mais souvent, c'est par là que ça commence. Hein. Mathématiques, ça commence par vouloir compter, et on a toujours besoin de compter, puis vouloir comprendre comment s'arrangent les nombres, et puis vouloir faire des repérages, des figures géométriques. Après, vouloir comprendre comment s'arrangent les figures géométriques. Peut-être que de fil en aiguille, après tout, on est naturellement construit, naturellement amené à construire un corpus mathématique tel qu'on le connaît. C'est possible. Oui, mais je pense que là, il faut bien penser à cette dimension historique, parce que quand on regarde comment les mathématiques sont développées dans l'Antiquité, dans des sociétés très différentes, en Mésopotamie, en Égypte, en Chine, en Grèce, en fait, le contexte culturel était assez différent. Par exemple, pour les Chinois, un peu en liaison avec, disons, l'importance qui était donnée aux idéogrammes, la notion de théorème telle qu'on la connaît depuis les Grecs n'était absolument pas de cette nature. Pour les Chinois, l'activité mathématique, entre guillemets, était presque toujours centrée sur des figures canoniques pour lesquelles, dès qu'on connaissait un certain nombre d'éléments, on connaissait les autres. Mais à aucun moment, tout ça était présenté comme une sorte de savoir-faire, sans un savoir construit de façon très systématique, mais il n'empêche que pour arriver à faire que ces figures soient résolues, c'est-à-dire qu'on puisse déterminer tous les éléments qui sont dedans, il était sous-jacent, il y a un savoir mathématique extrêmement sophistiqué. C'est comme ça qu'on pense que le théorème de Pythagore probablement était connu des Chinois 9 siècles avant notre ère, alors que Pythagore c'est évidemment beaucoup plus tard. Alors une autre chose que, si on prend le problème par l'autre bout, puisque on est rentré dans cette question par le biais historique, on peut venir par le biais anti-historique, qui consiste à dire on est aujourd'hui, on a des ordinateurs, on appuie sur des boutons, il se passe des choses, etc. On pourrait se dire, mais après tout, pour tout le monde, enfin pour monsieur ou madame tout le monde, finalement, les connaissances mathématiques, le savoir mathématique ne sont pas des choses qu'il a besoin de s'accaparer, parce que, en fait... de la même façon qu'on n'a pas besoin d'apprendre à être boulanger pour apprécier le pain que donne le boulanger chaque matin. Parce qu'on a en gros des concentrés de mathématiques à notre disposition, on appuie sur le bouton, on a la réponse, on n'a pas à savoir ce qui se passe derrière. Mais d'un autre côté, je pense que ça n'est pas vrai que pour comprendre le monde moderne, il faut refuser de rentrer dans les mathématiques. Je voudrais en donner juste 2 exemples. Un exemple, c'est l'exemple des statistiques, qui sont quand même utilisées de façon extrêmement diversifiée dans la société, en particulier au niveau des responsabilités des citoyens, quand ils doivent faire des choix, quand ils doivent se montrer critiques par rapport à un certain nombre de choses qu'on leur présente. Et ça, c'est indispensable qu'ils aient par eux-mêmes pas forcément un savoir technique, mais un savoir, une capacité de pouvoir, disons, détecter les défauts. Un esprit critique. Bien sûr. Et ça, c'était la première situation. Mais il y a aussi, après, d'autres situations qui sont beaucoup plus liées à une sorte de compréhension du monde. Et c'est vrai que refuser d'avoir la moindre, disons, contribution mathématique à cette organisation, cette description d'une architecture du monde, est quand même une chose qui prive d'outils de pensée extraordinaires. Et puis on peut dire aussi le rôle structurant des exercices mathématiques. On fait pas mieux. On fait pas mieux quand on est jeune, je trouve, pour développer ces qualités à la fois d'imagination, de rigueur. Les deux mis ensemble, qui sont les 2 qualités qu'on doit mettre en œuvre pour résoudre un exercice de mathématiques. Imagination et rigueur, et puis la ténacité qu'il faut pour s'imprégner du problème, pour rentrer dedans, pour trouver la solution, pour exercer son raisonnement logique. Il n'y a aucune autre activité au lycée où on exerce son raisonnement logique de manière aussi sévèrement sanctionnée par une faute de raisonnement, mais ça, on peut le prendre comme un exercice. Moi, je pense que, d'une certaine façon, je reviens à mon discours sur les mathématiques activité humaine, qui est quand même une des choses qui me tient beaucoup à cœur, parce que, justement, vouloir isoler les mathématiques des autres activités humaines, on voit qu'historiquement, ça ne s'est jamais produit comme ça, et aujourd'hui, je dirais, il n'y a aucune raison de dire que la technique qui nous a envahi, la technologie, le monde technologique dans lequel on vit,
pourrait nous dispenser d'avoir cette dimension-là. Donc je pense qu'aujourd'hui... Imbriqué de manière inextricable, la mathématique avec le reste, effectivement. Avec la physique, avec la technologie. Récemment, la Société de mathématiques appliquées et industrielles a compilé une centaine de success stories européennes où mathématiques et technologies mises ensemble ont abouti à des succès remarquables. Et en fait, on est à une époque où même les sollicitations des mathématiciens par des problèmes nouveaux, par leur ampleur, par leur formulation même, qui viennent de la technologie, je pense qu'on n'a jamais eu une sollicitation d'une telle intensité, d'une telle variété. Et puis vont venir les problèmes liés à la biologie, les problèmes liés à l'intelligence artificielle. On est seulement au début, peut-être. On sait maintenant séquencer les génomes extrêmement facilement et à bon marché. Mais que faire de ces myriades de données? Et cette question, par exemple, de l'accumulation des données, cette question de structuration des données, de trouver des architectures cachées dans un ensemble de données, est une question qui a historiquement existé, mais qui maintenant devient absolument cruciale. Et précisément parce que c'est abstrait, précisément parce que ça emploie un langage qui est bien codé, qui est bien normé, qui va être accessible à toutes sortes d'individus, précisément pour ces raisons, la mathématique se retrouve utile dans des champs très opposés, très différents, je dirais, et c'est ça qui fait sa puissance. Moi, je pense qu'on ne peut pas s'en passer, ou alors que ça serait une vraie bêtise. Moi, j'irais même plus loin, c'est-à-dire que, en fait, comme c'est une activité humaine qui est, disons, naturelle aux hommes, c'est effectivement, après, elle peut se sophistiquer de diverses façons. C'est en fait, ça serait un exercice vain que de vouloir les isoler du reste. Et donc, mais ça, c'est peut-être une chose aussi dont les mathématiciens doivent accepter de se convaincre. C'est déjà fini, merci. À très bientôt au même endroit avec de nouveaux invités pour débattre et s'écouter.